Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce magazine. Un grand plateau autour justement d'une thématique très intéressante, et surtout en cette période très cruciale qui traverse le monde et l'Afrique particulièrement. Nous allons parler des États-Unis d'Afrique. C'est un projet qui caresse l'esprit de beaucoup d'Africains et surtout des panafricains. Kadhafi en avait fait justement son combat. Malheureusement, il a été tout simplement éliminé, assassiné, jeté dans le sable du désert. Mais les grands esprits, comme on dit, ne meurent pas. Les grands esprits continuent à inspirer le monde et beaucoup des Congolais, beaucoup d'Africains sont donc entrés en danse. Cette idée, ce projet des États-Unis d'Afrique, particulièrement son volet culturel, nous intéresse. La culture, plutôt l'union culturelle à l'épreuve de l'extrémisme religieux, avec ce qui se passe dans le Sahel et qui frappe également l'Afrique centrale, le Cameroun et même la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. On parle des terroristes qui sont en train de s'aimer désolation dans cette partie du pays. Des forces spéciales américaines sur le sol congolais déjà. On parle aussi de leur appui au FARDC et même aux gardiens des parcs, très connus en Afrique. Nous allons réfléchir à haute voix avec des scientifiques autour de ces tables. Je parlais de l'extrémisme religieux, sans oublier le néocolonialisme dans ces nouvelles approches. Je dis bien les approches. Trois invités pour en parler. Le tout premier, Jean-Emmanuel Pondy, c'est lui qui est juste à ma gauche. Jean-Emmanuel Pondy, il vient de l'Afrique, du Cameroun. Il est avec nous ici en marge de la grande célébration panafricaine de la culture et de la renaissance africaine. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je dois dire avec précision que vous êtes expert en relations internationales. Vous enseignez les relations internationales à l'Institut des relations internationales du Cameroun, à Yaoundé. Eric, très connu de beaucoup d'Africains. Vous êtes vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2 et également auteur de 22 ouvrages et 80 articles. Voilà ce que nous pouvons dire de manière laconique sur vous. C'était ça. Juste après vous, un autre Emmanuel, c'est un plateau d'Emmanuel. Kabongo Malou Emmanuel, lui, il est très connu des milieux scientifiques et de beaucoup de conférenciers au Congo. Bienvenue, Emmanuel. Merci. Les rares des fois qu'on vous a dans nos installations. Vous êtes journaliste. Nous sommes passés par vous dans beaucoup de formations. Vous êtes philosophe et vous enseignez la philosophie et le journalisme à l'UPN, l'Université pédagogique nationale. Et votre thèse a porté sur la Renaissance africaine chez Cheikh Anta Diop, feuille de route pour l'Afrique noire. Vous avez à votre actif 12 publications. Voilà ce qu'on retient de vous. Il faut rectifier, feuille de route pour les États-Unis d'Afrique. Alors, feuille de route pour les États-Unis d'Afrique. Merci pour la précision. Un autre Emmanuel Loukoussa, c'est lui qui est à ma droite. Vous êtes le président du collectif des États-Unis d'Afrique. À votre actif 8 publications, dont La destinée prophétique de l'homme noir. Et le tout dernier ouvrage que vous venez de mettre à la disposition du public africain et mondial, c'est donc c'est lui qui est écrit sur Tshisekedi, le président. Tshisekedi, un destin atypique. C'est lui le président en exercice de l'Union africaine. L'Union africaine, bien sûr. Voilà. Voilà. Nous ouvrons ce partage scientifique avec vous. Jean-Emmanuel Pondy, nous voulons bien être unis, mais il y en a qui ne veulent pas qu'on soit unis. Ils entretiennent des choses sur notre continent. Ils veulent bien qu'on se rentre dedans. Nous, Africains, ils tablent sur
un nationalisme peut-être ombrageux, il y en a qui tablent sur les religions, le tribalisme et tant de choses. Est-ce que nous avons conscience que les enjeux sont des tailles et qu'il faut réfléchir maintenant pour qu'on reste unis? Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et votre introduction également. Je suis très heureux d'être ici. Je regarde toujours cette télévision à partir du Cameroun, où vous êtes très regardé. Donc je suis heureux d'être à Kinshasa à l'occasion de cette grande célébration panafricaine organisée par le collectif pour les États-Unis d'Afrique. Alors, votre question, je crois qu'elle est particulièrement intéressante, mais elle a un soubassement que j'aimerais tout de suite évacuer. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle nous sommes unis, mais si nous sommes vers la désunion, ce n'est pas nécessairement à cause des autres. Je crois qu'il y a l'impact des autres, mais il y a aussi à l'intérieur même de l'Afrique des forces qui ne sont pas pour l'unité du continent, et de mon point de vue, à tort. Parce que la marche du futur, la marche historique aujourd'hui, c'est vers un renforcement de l'intégration continentale. Nous le voyons partout. Si vous prenez l'Europe, par exemple, ils sont partis de 6 en 1958, aujourd'hui ils sont à 27. Si vous prenez l'Amérique du Nord, vous avez l'ALENA, la zone de libre-échange américaine, nord-américaine, l'ALENA, qui a les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc, partout, on cherche à avoir des entités plus fortes, plus solides, plus cohérentes. Et la même chose pour l'Amérique latine. Et le socle, c'est d'abord les intérêts économiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un impact dans le monde, ce n'est pas les petits États insignifiants qui vont marquer la marche du monde. Ce n'est pas possible. Il faut avoir une masse critique démographique, mais plus encore, il faut avoir une masse critique de consommateurs et de production qui fait de vous un axe qui sera sollicité par tout le monde. Donc, beaucoup d'Africains peinent à comprendre cela et sont dans une logique, à mon avis, qui n'a plus cours aujourd'hui. C'est-à-dire l'approche des États nationaux, dont il faut d'ailleurs contester la capacité de changer quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on a vu qu'en 60 ans, on n'a pas accédé au niveau de vie auquel nous prétendions, après 60 ans. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et par contre, le continent africain est le continent qui alimente le monde entier, et en ressources humaines, et en ressources physiques. Parce que c'est le continent africain qui a construit les autres continents. Donc, pour moi, la voie la plus sûre aujourd'hui, c'est la voie de la pédagogie. D'expliquer aux Africains, d'expliquer aux Africaines que si nous voulons notre bonheur, ce n'est pas par une alchimie quelconque, mais c'est par une adhésion vers une approche intégrée, bien organisée, parce que l'Afrique a tout. Je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui, nous avons tout. Mais il suffit de nous organiser. Mais avant l'organisation, il faut la conscientisation. La zone de libre-échange continentale africaine, oui. Est-ce que c'est déjà un très bon départ vers ce projet des États-Unis d'Afrique? C'est la zone de libre-échange continentale la plus grande au monde, avec 1,3 milliard d'habitants. C'est-à-dire qu'on part des petits États avec petite population vers un plateau qui est sur le plan continental et qui s'étend sur 30 millions de kilomètres carrés. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il faut que nos industries soient préparées pour alimenter une pareille demande, ce qui n'est manifestement pas le cas. Donc il faut se préparer. Il faut surtout avancer avec la conviction qu'on va y arriver. Il faut sortir de l'autoflagellation. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vous disent « ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire, on ne va jamais y arriver ». Ce n'est pas l'état d'esprit qu'il faut. Il faut un état d'esprit positif. Rien n'est impossible. Mais il faut qu'on sorte d'un carcan qui nous enferme dans une prison où nous pensons que l'Afrique est irrémédiablement vouée à l'échec. Ce n'est pas vrai. Professeur Kabongo Malou, votre collègue Pondi est optimiste. Je sens qu'au-delà de l'approche pédagogique pour expliquer aux Africains le bien fondé de cette unité, de cette union, le fait d'être ensemble, de conjuguer les efforts ensemble,
il dit qu'on est sur la bonne voie. Est-ce que vous partagez cette lecture? Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je voudrais d'abord tout de suite dire que le projet des États-Unis d'Afrique, ou des États-Unis d'Afrique noire, ou l'État fédéral panafricain, ne date pas d'hier. Ça fait 2 siècles qu'il est articulé dans les écrits des Africains, qu'il est articulé dans les recherches depuis 2 siècles. Et à partir de 1900, ici, il y a eu de grandes conférences panafricaines où le projet a été vraiment nourri de l'intérieur. Et aujourd'hui, ce projet s'impose comme la seule issue pour l'Afrique si nous voulons, si les Africains veulent vivre comme un peuple digne. Et pourquoi? Vous remarquerez que le plus grand problème qui se pose aujourd'hui en Afrique, c'est le problème d'insécurité. C'est-à-dire une insécurité pathologique qui s'est installée dans tous nos grands pays et qui nous empêche de nous développer. Regardez un pays comme le Nigeria, le plus grand, en fait, le pays le plus puissant d'Afrique, en fait, économiquement, avec 600 milliards de PIB. Ce pays est confronté à une guerre interne avec une secte qui s'appelle Boko Haram, qui n'arrive pas à éradiquer. Regardez le Congo-Kinshasa ici, qui est considéré comme un pays d'avenir pour l'Afrique et pour les États-Unis d'Afrique, qui est confronté à une guerre asymétrique depuis plus de 20 ans dans sa partie Est, et qui l'empêche vraiment de se développer. Et le Mali, le grand pays Mali, tous les pays africains sont confrontés à une insécurité permanente qui empêche ces pays de réfléchir et de penser à leur avenir. Et c'est pour dire qu'aucun pays africain aujourd'hui, même la puissante Afrique du Sud, n'est capable, n'est-ce pas, de protéger ses ressources, de protéger son peuple, de protéger ses élites. Regardez ce qui se passe. Donc, pour mettre fin à cette insécurité, puisqu'aucun pays africain n'est capable de se défendre, de se protéger, de protéger ses ressources, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous mettre ensemble, d'avoir une armée commune, d'avoir une sécurité commune. Parce que la sécurité ne peut réussir que quand elle est collective. C'est ainsi que les États-Unis d'Afrique dont nous parlons ici, le grand État fédéral panafricain, s'impose à l'Afrique comme la seule condition, la seule issue pour nous, Africains, de vivre comme des peuples dignes, de nous sortir du sous-développement. Parce qu'il n'y a pas de développement possible, Fabien, s'il n'y a pas de sécurité. Regardez ce que nous subissons aujourd'hui depuis une vingtaine d'années. Donc, que les gens ne puissent pas penser que les États-Unis d'Afrique noire ou l'État fédéral panafricain est une simple réflexion. Non, c'est devenu le projet de notre survie en tant que peuple. Si nous parlons, aujourd'hui quand vous regardez tous les pays qui sont puissants, tous les pays qui deviennent des grosses masses géostratégiques, qui nous imposent leurs lois, ce sont d'abord des grandes surfaces. Ce sont des pays continents. Regardez la Chine, regardez les États-Unis, regardez l'Europe qui est en train de construire sous nos yeux, les États-Unis d'Europe, sous nos yeux. Et tous ces pays-là ont une sécurité commune. Regardez l'OTAN en Europe. Regardez les États-Unis qui sécurisent même le Canada et le Mexique. Donc, la sécurité n'est plus pensable pour un pays africain parmi les 50. Nous sommes d'abord le seul continent le plus, balkanisé. Nous avons 55 petits pays où il n'y a aucun autre continent qui ait autant de pays. Et tous nos petits pays-là sont incapables d'avoir des économies d'échelle parce que la population est faible. Et on est en train de redéfinir les frontières. Vous voyez, le Soudan est fragmenté en deux. Mais ça dit que les néocoloniaux dont on parlait tout à l'heure, ceux qui nous ont fait chez nous la traite négrière qui a duré pendant 4 siècles, ceux qui ont fait la colonisation, font la néocolonisation, et cela se base par le démantèlement de l'Afrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sud-américanisation. Qu'est-ce qui arrive? On a coupé le Soudan déjà en 4 morceaux, en 3 morceaux. Il y a Soudan, Sud-Soudan, mais il y a Darfour qu'on oublie. Donc, même le Mali va subir le même processus de sud-américanisation. La RDC ici, comme nous sommes en train de regarder là, nous sommes en train de subir un processus de sud-américanisation. Le Cameroun n'est pas épargné pas du tout. Avec les camps francophones et anglophones. Pas du tout. Donc, ce sont des politiques mises en marche par les puissants du monde qui ne veulent pas voir l'Afrique sortir de sa misère pour que nous puissions continuer à servir à ces pays-là comme
juste des petits coins de ressources. Pour ces gens-là, les néocoloniaux, pour les cosmocrates, l'Afrique ne compte pas. Ce qui compte, ce sont des ressources. Et pour avoir ces ressources, ils sont prêts à nous éliminer physiquement. Toutes les guerres qui se passent à l'Est, les guerres asymétriques, on ne fait que tuer femmes et enfants. On ne fait que tuer hommes, femmes et enfants. Violer. Donc, il n'y a pas... Regardez ce que fait Boko Haram. Donc, c'est une guerre qui est menée parce que nous sommes justement des petits pays. Nous sommes des petits pays séparés, divisés, antagoniques, qui ne s'entendent pas. Mais les jours où nous nous décidons, et nous devons y arriver, nous décidons de faire les États-Unis d'Afrique noire, ça signifie que nous aurons un gouvernement, nous aurons un ministère pour la sécurité commune, et le Congo ici, Kinshasa, qui ne met dans sa sécurité que 500 millions de dollars, mettra dans ses paniers-là 500 millions de dollars, et notre pays 500 millions, et nous allons nous trouver avec une sécurité bien assurée, avec des satellites, avec des avions, ce qu'aucun pays ne peut faire à lui seul. Donc, Fabien, ce que je voulais ici révéler, dire que c'est que ce projet-là, c'est un projet qui est devenu chez nous, pour nous Africains, la seule issue pour nous en sortir en tant que peuple digne. Sinon, nous serons exterminés, comme on l'a fait avec la traite négrière, comme on l'a fait avec la colonisation et comme on l'a fait avec le colonialisme. Monsieur Lukusa, vous avez suivi votre compatriote Kabongo. Il met l'accent sur la sécurité, une sécurité commune par rapport à toutes ces menaces que nous imposent les extrémistes, on peut dire, les intégristes endoctrinés par les religions. Alors, dites-nous, par rapport à cet aspect de la sécurité, en quoi est-ce que le volet culturel viendrait résoudre le problème? Parce qu'on sent que la priorité, c'est la sécurité. Et le volet culturel ou l'union culturelle, quelle sera sa place? C'est là où maintenant, vous allez comprendre que si le peuple ne s'implique pas dans ces combats, on ne pourra jamais sortir de l'auberge. C'est une affaire de l'élite africaine. Oui, une affaire de l'élite, et il faudrait sensibiliser le peuple. Aussi longtemps que nous-mêmes, nous sommes divisés, nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre les enjeux qui sont devant nous, c'est impossible qu'on puisse même créer cet État fédéral-là. Il faudrait que les Africains arrivent à comprendre d'abord que nous sommes un seul peuple. Nous devons nous aimer, nous devons nous intégrer. C'est pour cela, dans le programme qu'on a fait, nous avons proposé même qu'il y ait des rencontres de la jeunesse africaine, où on peut voir le Sud-Africain, les Kenyans se retrouver, de foires africaines, où les Africains peuvent se retrouver pour que cette union culturelle-là soit consolidée. Mais si nous restons toujours dans nos petits États, et les Africains considèrent d'autres Africains comme des ennemis. Regarde ce qui se passe en Afrique du Sud. Ce sont des Africains qui chassent leurs propres frères africains. Donc, il y a un travail, comme nous l'avons toujours dit, la libération d'un peuple, ça se travaille par la base et par les sommets. Donc, on ne peut pas fournir un travail seulement au niveau du sommet, et au niveau de la base, le peuple n'arrive même pas ni à s'aimer, ni à comprendre la vision de nos pères fondateurs, comme l'avait dit Nkrumah. Il faut dire, ce que me dit le président, c'est la culture qui fonde l'unité psychique, qui fonde l'unité physique d'un peuple. Pour être un peuple, il faut avoir vous devez partager une même culture, c'est-à-dire une même unité psychique, c'est-à-dire vous entendre, une même unité physique, c'est-à-dire vous vivre ensemble. Et cette culture-là, elle n'est pas donnée. Il faut la construire parce qu'elle a été détruite par la colonisation, détruite par la traite négrière. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous, les Africains, on se déteste. Est-ce que ça sera possible avec ces Africains qui ne parlent pas leur langue, ils parlent la langue des colonisateurs, l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais. Vous réfléchissez dans les langues justement de ceux qui vous ont colonisé. Oui, et vous voyez de quelle manière ils vous ont pris en sandwich, par exemple, les organisations comme Francophonie et tant d'autres. En tout cas, je suis content de ton appréciation. C'est dire que quand nous parlons de la culture, la culture, c'est pas seulement la musique, la culture, c'est pas seulement le football, non. La culture, c'est
l'objet culturel le plus important dans la culture humaine, ce sont les langues. Et effectivement, nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, à côté de l'histoire qui va créer les sentiments d'appartenance à une communauté de destin. Parce que c'est l'histoire, quand les gens partagent une même histoire, et quand cette histoire est connue, intériorisée par les individus, ils vont partager ce qu'on appelle une communauté d'origine. C'est le sentiment que nous avons un seul père, nous avons une même mère. Ce sentiment-là est créé par l'histoire. Donc nous devons aujourd'hui reformater nos enseignements, nos curricula scolaires et académiques, pour que les gens comprennent que nous avons une même origine et ça va créer ce sentiment-là. Mais pour renforcer ce sentiment-là, il faut à partir des objets culturels les plus concrets, c'est-à-dire des langues. Et les langues, nous en avons deux. Il y a d'abord une langue historique, une langue morte qu'on appelle le pharaonique. Je crois que je vais laisser cette partie-là à mon ami Emmanuel Pondy. Non. Tu vas revenir dessus. Oui, voilà. Allez-y. Bon, vous voulez faire un complément avant de relancer justement ce partage? Je voulais dire que quand on parle de l'Afrique, nous devons nous poser la question de savoir comment en sommes-nous arrivés à ce type de domination que nous déplorons aujourd'hui. Si on n'analyse pas bien les mécanismes de la domination, nous ne saurons pas comment faire pour en sortir. Et l'une des choses fondamentales, quand on veut dominer quelqu'un, un peuple ou une civilisation, c'est d'abord de la dévitaliser, c'est-à-dire de prendre les personnes qui sont là-dedans et leur enlever leur essence et leur enlever leur âme, leur enlever leur personnalité. C'est ce qui s'est passé. En nous imposant des langues. On vous enlève d'abord qui vous êtes, c'est-à-dire on vous dépersonnalise. On vous indique que votre langue ne vaut rien, que vos coutumes ne valent rien, que votre philosophie est totalement nulle et que vous ne valez que par procuration. Votre coutume, c'est de la sorcellerie. Oui, on dit le paganisme, la sorcellerie, tout ce qu'on veut. Et pour être un être humain, il faut être comme celui qui est venu vous subordonner. C'est très grave. Donc, quand il parle des langues, nous avons 3000 langues en Afrique. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de langue. On en a 3000. Le problème, c'est que nous avons été interdits d'utiliser ces langues et on nous a désormais dit que pour être évolué, entre guillemets, qui est un vocabulaire ridicule en réalité, pour être évolué, il faut ne plus parler sa langue, ne plus manger sa nourriture traditionnelle, faire de recherche dans les langues étrangères, ne plus croire en sa civilisation. Mais en réalité, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une désafricanisation. C'est ça le problème. Une fois que vous êtes désafricanisé, on va maintenant vous remplacer par quelque chose d'autre qui ne ressemble strictement à rien. Vous n'êtes plus un Africain, dans le sens ancestral et traditionnel du terme. Vous n'êtes pas un occidental, parce que c'est impossible. Vous êtes donc en fait dans l'entre-deux que j'appelle une personnalité hybride. Vous ne savez pas où vous pouvez aller, vous ne savez pas d'où vous venez, et donc on vous dit n'importe quoi, et vous êtes obligé de suivre cela. Donc il faut une libération culturelle. Oui, d'abord comprendre les mécanismes. La vraie mécanismes. libération doit être culturelle avant d'être économique. Le mécanisme que je viens de décrire, il faut d'abord le comprendre. C'est-à-dire que vous êtes en réalité vidé de vous-même. Et c'est ça, c'est culturel. C'est culturel. Et une fois que vous êtes vidé de vous-même, on vous explique qui vous devez être, en sachant que vous n'allez jamais être cela et que vous ne pouvez plus être ce que vous étiez. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Vous êtes donc dans un entre-deux extrêmement dangereux et c'est là qu'on vous manipule, c'est là qu'on fait de vous ce qu'on veut et c'est là qu'on vient retirer vos ressources immenses. Alors, voilà. Emmanuel, vous avez pris la parole, Kabongo. Oui, je voulais ajouter aussi quelque chose. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Lorsque vous êtes en Russie, Fédération de Russie, vous allez au Kremlin, vous voyez que ils ne cherchent pas à être autre chose que eux, en commençant par les religions, l'Église orthodoxe, l'Église orthodoxe. Quand vous allez chez les Chinois, c'est l'identité chinoise. Mais chez vous, vous cherchez à être des Mindélé. Est-ce que vous ne voyez pas qu'en étant dénaturé, ce n'est pas volontaire. Ça va être pour nous difficile d'être culturellement fort? C'est-à-dire que la dévitalisation dont a parlé mon collègue Jean-Emmanuel a conduit à ce qu'on sommes, c'est-à-dire un peuple aliéné, qui a perdu l'initiative historique. C'est-à-dire, nous ne savons pas prendre en main notre destin.
Si les gens continuent 4, 5 siècles, 6 siècles à nous malmener, c'est parce que justement, nous ne sommes pas capables de prendre notre destin en main. Et nous avons légitimé cela nous-mêmes. Nous avons légitimé cela nous-mêmes. Voilà. Mais il faut dire que la lutte à cause de vous, l'élite oui. Politique, scientifique, l'élite oui. De tous les domaines. Oui. Mais je voudrais aussi rappeler ici que la lutte pour notre libération culturelle a été menée et elle a été gagnée. Parce que, remarquez que depuis plus d'un siècle, 2 siècles, ce sont les sciences historiques qui se sont les plus développées en Afrique. Nous, on nous disait, comme dit Emmanuel, on nous disait que vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de culture. Mais pendant un siècle, vous n'avez pas de civilisation. Pendant un siècle, ce sont des historiens africains, les Cheikh Anta Diop, le Obinga, tous les restes qui Professeur Obinga, qui devait être avec nous ici, mais qui ont démontré que nous avons en dernière minute, il était parmi les orateurs à cette grande célébration. Qui ont démontré que nous avons une très grande histoire et que notre histoire même fonde ce qu'on appelle l'histoire ancienne de l'Occident. Que sans nous, il n'arriverait même pas à la survie actuelle. Donc ça, cette bataille-là a été gagnée. Et je peux rappeler ici l'année 74. Gagner en partie, parce que vous continuez à réfléchir, mener des recherches en langues étrangères. Oui. Or, les langues africaines devaient être le véhicule, le support et le véhicule des valeurs. Il y a des pays africains et même de recherche qui utilisent les langues africaines. Bien sûr. C'est comme la Tanzanie, comme même en partie le Kenya. L'Éthiopie. L'Éthiopie aussi, qui la langue officielle de l'Éthiopie. Et un pays comme le Sénégal a mis le Wolof comme langue officielle aussi, à côté du français. Donc, le processus est en train d'être inversé. Ce qu'il nous faut maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette bataille de libération culturelle a été menée. On a démontré à l'Occident que nous avons une grande histoire qui dépasse même la leur, que nous ici, nous avons tout inventé, qu'ils sont passés par chez nous pour prendre. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est une grande sensibilisation. Parce que l'histoire n'est pas donnée. Il faut que les gens l'intègrent dans leur vécu quotidien. Il faut que nous l'intégrons dans les niveaux universitaires, dans les systèmes académiques, dans les systèmes scolaires, partout. Et c'est le travail que nous faisons. Parce que dès que nous avons intégré cette historicité dans nous, nous sommes capables de reprendre l'initiative historique et de comprendre que la plus grande chose que nous devons faire pour nous-mêmes, en tant que peuple, c'est de construire cet État multinational, ce qu'on appelle cet État fédéral, cette masse géostratégique, comme d'autres masses géostratégiques, donc les États-Unis d'Afrique. Donc c'est une finalité. Eh ben, Emmanuel, est-ce que vous partagez cette analyse qu'on a gagné sur le plan culturel quand vous produisez pour l'Occident, pour pouvoir peut-être les convaincre en des langues étrangères, alors que la Chine ne le fait pas, la Chine le fait dans la langue chinoise, hein, et la Fédération de Russie le fait justement selon les réalités donc culturelles, et dans les langues, ils sont d'abord forts culturellement avant de parler finance et économie. Oui, tout est question de volonté politique, parce que ça c'est le travail en principe que l'Union africaine doit faire, et ça doit être parmi ses priorités, tel que cela est stipulé aussi dans les recommandations de la grande célébration que nous venons de faire. Il faudrait que l'Union africaine puisse tabler sur cette affaire d'avoir une langue transcontinentale, comme le professeur l'avait démontré. Et nous devons aussi savoir que le problème de l'Afrique, hein, c'est d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes les Africains. Nous ne croyons pas dans notre destinée. Nous ne croyons pas dans notre avenir. Parce que si nous-mêmes, vous ne croyez pas en vous, mais quelqu'un d'autre ne pourra jamais le faire. Ou encore, lorsque vous-même, vous ne croyez pas en vous, mais vous serez manipulé facilement. Le problème, c'est une prise de conscience. Nous sommes aujourd'hui à une nouvelle génération. Ça fait 400 ans que la culture africaine a été bannie, malmenée, comme l'a dit le professeur. Maintenant, il faut qu'il y ait un éveil de conscience. Vous-même, les journalistes aussi, il faudrait que les Africains arrivent à comprendre qu'il y a les enjeux sont tellement énormes qu'on doit quitter un peu de divertissement. Comment un peuple qui souffre, un peuple qui est malheureux, mais on est toujours là, matin au soir, dans la musique, la boisson. Non, il faudrait que les Africains comprennent que l'heure est grave. Nous avons en face de nous des multinationales,
de grandes puissances qui viennent même s'implanter chez nous. Mais si on continue à rêver, à dormir, je pense que nous allons vivre encore une autre traite négrière comme ça se passe aujourd'hui. Il faut que les Africains se réveillent et comprennent que l'heure est grave. Voilà, vous dites nous allons vivre, on est en train de le vivre. Dévelotterie, un compatriote m'a dit aux États-Unis, développerie, c'est la traite négrière New Look. Voilà. Alors, vous dites on va vivre, mais on est en train de vivre ça. Mais c'est pour ça qu'il faudrait que le peuple soit vraiment sensibilisé. Nous qui sommes, moi je suis évêque, je suis homme d'église, mais vu les enjeux, comme d'autres hommes d'église aussi l'avaient fait pour conscientiser le peuple, je me suis engagé dans ces combats avec des éminents professeurs qui sont en face de vous pour que nous réveillons le... Parce qu'il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas un autre moyen. Il faut conscientiser, il faut un éveil de conscience panafricain. Emmanuel, vous êtes journaliste. Oui. Vous voyez comment on est envahi par le monde occidental à travers les médias par câble, et ainsi de suite. Vous pensez que cette libération est possible sur ce plan? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies à mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes heureux que dans un pays comme le Congo, ici, on a vu que l'enseignement primaire a intégré les langues nationales, n'est-ce pas, ont été intégrées dans l'enseignement primaire. C'est déjà un début. Mais ça date de longtemps, à l'époque de professeur Kadima Mboulamoko, le travail des linguistes africanistes congolais. Oui. Mais tu vois, la mise en application a pris beaucoup de temps. Quand tu arrives au Sénégal aujourd'hui, on a intégré toute l'œuvre de Cheikh Anta Diop dans les curricula universitaires. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que l'histoire ne peut produire ses effets que quand elle est vécue intimement par le peuple. Et pour que cette histoire soit vécue intimement, c'est par le système éducatif qu'elle doit entrer. Imaginez-vous qu'au Congo, ici, quelqu'un fait des études de primaire, secondaire pendant 12 ans, il n'a eu pour des cours d'histoire que pendant 0,05 heures. Pendant 12 ans. Donc il n'atteint même pas un niveau de 1%. Donc c'est dangereux. C'est ainsi qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons ici, on est en train de revoir les systèmes universitaires pour parler de contenu. Il faudra historiciser, c'est-à-dire faire entrer dans nos enseignements primaires et secondaires l'histoire nationale, l'histoire africaine. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous ne connaissez pas. De l'autre côté, et on a parlé tout à l'heure des langues nationales, des langues transafricaines, il y a les Swahili. Il a été pensé par tous les penseurs africains qui ont dit que si nous créons les États-Unis d'Afrique noire, à partir de notre force culturelle, parce que nous sommes, à la différence des autres continents, nous les Africains, nous avons ce qu'on appelle une homogénéité culturelle, qui est démontrée par les œuvres de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, de Emmanuel Ponty. C'est-à-dire que nous avons une même origine culturelle et nous les développons. Ce qu'il faut maintenant, ce qui nous empêche d'évoluer, c'est ce que nous devons mettre en place les humanités égypto-africaine. Regardez l'Occident quand il a eu l'Occident. Comme Nkrumah l'a démontré déjà sur le plan matrimonial. Il est allé épouser une égyptienne. Oui. Mais ce que je dis là, techniquement, voilà comment nous allons opérer. C'est-à-dire scientifiquement, c'est pour qu'un peuple retrouve son âme, il faut lui imposer une langue de communication commune. Et cette langue aujourd'hui, on pense aux Swahili. Les Swahili doivent devenir, dans les années qui viennent, une langue de communication panafricaine, une langue de communication scientifique. Est-ce que ce n'est pas une langue importée? Non, fondamentalement, le Swahili est une langue africaine. Il a quelques emprunts faits chez les Arabes, oui, mais c'est très peu. Mais aujourd'hui, parce que la question que vous posez et que Manuel a posée tout à l'heure, c'est de savoir comment nous les Africains, je donne un exemple très simple, pour aller à Brazzaville ici, c'est beaucoup de difficultés. Nous avons des législations antagoniques. Vous allez en Angola, on tabasse les Congolais, on les fouette, vous n'avez pas l'idée. Le problème, cette haine que nous développons ici, c'est parce que notre culture a été battue en brèche. Maintenant, pour que les gens se retrouvent, selon les études menées par Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et les autres, il faut faire comme l'Occident l'a fait. L'Occident avait créé ce qu'on appelle les humanités gréco-latines. C'est-à-dire amener le peuple
aux langues anciennes pour retrouver les échos des anciens. Et nous, Africains aujourd'hui, et on en a discuté au Sénégal, nous allons installer ce qu'on appelle les humanités classiques égypto-africaines à base du pharaonique et du copte. Ces deux langues mortes vont, quand les enfants vont commencer à les pratiquer, à les écrire, à en discuter, vont réveiller l'Africain qui sommeille là. Nous, comme ça, réveiller, comme les Grecs et les Latins ont réveillé l'Occident qui dormait. Professeur Pondy, nous abordons maintenant quand même les réalités en face avec ce qui se passe aujourd'hui. Les Sahel est victime du terrorisme. Vous avez vu, les Français ont échoué au Mali. Un échec patent, cuisant. Les Américains viennent d'échouer en Afghanistan. Les fameux talibans ont repris le pouvoir, le contrôle de tous les territoires. C'est Poutine maintenant qui cherche à colmater les brèches. Ils ont laissé la Syrie en lambeaux. Et l'ombre d'elle-même, la Libye, n'en parlons pas, ce n'est plus un État. Le Mali à côté, vous avez vu ce qu'on a fait à Ibeka. Et chez nous, au Cameroun, vous êtes aussi, et le Tchad, vous êtes aussi victime de ce terrorisme. L'Est du pays s'embrase. On voit ceux qui ont échoué en Afghanistan, qui viennent chez nous, forces spéciales, et on voit également l'Ouganda. On impose à l'Ouganda de recevoir des réfugiés afghans. Parmi eux, est-ce qu'il n'y aura pas des terroristes? Alors, comment devons-nous réfléchir pendant cette période ici, face à toutes ces réalités en face? Permettez-moi de, je m'excuse, mais de balayer d'un revers de la main les hypothèses sur lesquelles sont assises les descriptions que vous avez faites, qui sont des descriptions réelles. Mais je pense que les hypothèses qui sous-tendent ces descriptions doivent être attaquées. En fait, pourquoi y a-t-il crise et pourquoi doit-on continuer à entretenir la crise? Parce que c'est ça la vérité. Ces crises ne sont pas dues au hasard, elles n'apparaissent pas n'importe où, elles apparaissent à des endroits géographiques bien spécifiques, là où il y a beaucoup d'énergie, de ressources matérielles en général. Alors, pour ce qui est par exemple du Cameroun, comme par hasard, c'est quand on a redécouvert des nouvelles ressources de pétrole dans ce qu'on appelle le bec de canard, c'est-à-dire dans le Logon et Chari, que Boko Haram s'est réveillé, comme par hasard. On constate qu'on vient de découvrir encore du pétrole ici, un peu partout en Afrique centrale, et comme par hasard, il y a encore des troubles. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait le courage de regarder les choses froidement. Quand on nous parle d'extrémisme islamiste, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas chez nous? L'extrémisme islamiste ne peut pas exister dans la religion islamique africaine. Pour la bonne et simple raison que l'islam en Afrique, en terre d'Afrique, est un islam confrérique. Si vous allez au Sénégal, vous aurez les Mourides, vous aurez les Tidjanes. Si vous allez au Mali, vous aurez les El Hadj Omar Tall, etc. Alors, pourquoi c'est différent? C'est que c'est une communauté qui forme l'islam dans ces endroits. Et ils ont des ancêtres communs. On ne peut donc pas se battre pour transformer, par voie de djihad, un mouride en tidjane ou un tidjane en mouride. C'est impossible, parce que ça a une source culturelle et identitaire forte. D'où viennent ces affaires? Ça vient du Moyen-Orient. Du Qatar, de l'Égypte, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, etc. À coup de pétrodollars, ils sont venus donc nous parler de djihad. Ils appellent tous les autres qui sont déjà musulmans depuis 200 ans des mécréants. C'est quand même extraordinaire. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde les choses en face. On ne peut pas, dans la culture islamique africaine, parler de djihad. Tout simplement parce que ce sont des confréries et c'est un islam confrérie. Donc, je voulais d'abord dire ça. Donc, c'est une fabrication ce que nous voyons des néocolonialistes. Bien entendu.
Bien entendu. Comme ils ont fabriqué la mission civilisatrice. Alors, tout ça, ce sont des concepts... le sous-développement, les développements, la bonne gouvernance. Auxquels nous sommes les seuls à croire. Bon, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut être en voie de développement pendant 60 ans? C'est sérieux? Il y a un problème. Il n'y a que les Africains qui ne se posent pas ce genre de problème, de questions. Les Américains, les Chinois ont mis exactement 25 ans. Si vous prenez le Japon, dévasté en août 1945 par Hiroshima et Nagasaki, 4 août et 6 août, 25 ans plus tard, ils étaient la 3e puissance économique du monde. 25 ans plus tard. Nous sommes, semble-t-il, en voie de développement depuis 60 ans. Et ça va continuer si on ne se réveille pas aujourd'hui. Bon, on vous a collé l'autre qualificatif, émergent. Tout ça, ce n'est pas nous. Émergent. Émergent, c'est un vocabulaire des Nations Unies. Développement, c'est un vocabulaire qui a été pour la première fois prononcé par Harry Truman le 20 janvier 1949 dans son discours d'investiture. C'est là qu'il a parlé des pays sous-développés que les États-Unis étaient prêts à aider pour les amener vers le développement. On n'avait jamais entendu ça. Le terme pays du tiers-monde, c'est un terme de l'économiste français Alfred Sauvy, 1952, et ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas, on n'a rien à voir avec tout ça. C'est inventé, c'est codifié, et ça nous est collé. Et on dit, soyez comme ça. Un pays émergent, ça veut dire quoi? Rien du tout. Vous émergez de quoi? Pour aller vers où? C'est de l'eau que vous sortez. Si vous allez dire émergent en Chine, on vous regarde avec des grands yeux, parce qu'ils vous disent de quoi s'agit-il? Ça ne veut rien dire tout ça. Mais nous avons adopté ça dans nos discours. Il n'y a pas un discours d'un politicien sans qu'on ne parle des ODD, des ODM, etc. Ce ne sont pas nos concepts et nous n'avons rien à voir avec ça. Si je comprends bien, il nous faut, au-delà des indépendances nominales, politiques, une vraie libération de l'Afrique, qu'il soit épistémologique. Voilà, que ce soit les Chinois, asiatiques en général, les Russes, Américains, Européens et Japonais. Je comprends bien que c'est maintenant que le véritable combat doit être engagé pour une vraie libération. Qui colle à nos intérêts? Quel jour les Africains se sont-ils rencontrés in camera pour définir leurs intérêts et les prioriser? Jamais. Vous allez défendre ce que vous ne connaissez pas? Vous allez parler d'intérêts lesquels? On va vous dire, la Banque mondiale a demandé que vous fassiez ceci. Le FMI a demandé, bon, si vous ne le faites pas, on ne vous donne pas des aides. Ce n'est pas le développement, je suis désolé. C'est de la contrainte et c'est du chantage. Tout simplement. Emmanuel Loukoussa, il y en a qui pensent que c'est maintenant qu'il faut ouvrir l'œil avec cet appui dans le combat contre le terrorisme. Entre-temps, Museveni a reçu les injonctions de recevoir des réfugiés afghans. Quel est le non-dit? Nous réfléchissons à haute voix en tant que citoyens africains libres. À ce que le professeur Kabongo vient de dire, il y a un travail pour reconstruire la mémoire collective africaine. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. J'en ai discuté avec le professeur Pondi avant de venir ici. Nous avons commencé une série de conférences pour l'éveil, surtout, on parle aux étudiants. À Yaoundé, il y avait plus de 1500 étudiants dans la salle. Nous avons fait ici, on va faire presque dans plusieurs pays d'Afrique, mais nous comptons organiser aussi les universités du panafricanisme, où nous allons regrouper des étudiants en Afrique pour leur parler voilà. Et ça, c'est le volet pédagogique auquel il a fait allusion. Voilà. Nous revenons aux réalités qui sont en face de nous. Oui, mais je pense que le professeur a déjà tout dit. Hein. Il est spécialiste. Ce sont des réalités tronquées. Dans le domaine, nous avons aujourd'hui, on peut dire que c'est des bonnes guerres aussi, parce qu'il y a une civilisation qui veut régner sur l'autre. Donc ne pensez pas qu'un jour, de bon gré, par amour, ils vont se réveiller pour dire non, on laisse l'Afrique, on part. Non, c'est aux Africains eux-mêmes d'aimer l'Afrique, de prendre conscience et de défendre nos intérêts, parce que c'est un problème d'intérêt. Les Occidentaux, ils le font pour leurs intérêts. Nous aussi, on doit comprendre qu'on doit s'élever aussi pour défendre aussi nos intérêts. Et cela passe par une union. Si on est ensemble, comme l'avait dit Ahidjo, c'est une petite anecdote, le président Houphouët-Boigny a dit à Ahidjo ceci: on peut arrêter un individu et le mettre en prison. On peut déstabiliser un système, mais on ne peut pas arrêter tout un peuple
les mettre en prison ou déstabiliser tout un peuple. On doit se mettre ensemble pour avancer. Je comprends. Là, c'est le pasteur qui répond. Vous sentez que avec beaucoup de réserves. Mais je reviens à vous, journaliste. Je sais que vous n'avez pas votre langue dans la poche. Professeur Kabongo Mame, l'échec du combat contre les terrorismes ailleurs est visible. Alors, quelles précautions nous, on doit prendre? Parce que Oussama Ben Laden a été tué en Afghanistan. Donc, mission accomplie. Maintenant, les intérêts, accomplis entre guillemets, les intérêts se tournent maintenant en Afrique. La Chine est en train de construire la station spatiale, sa propre station spatiale. Le Sénat américain est en train de s'agiter. Et même à Washington, on n'est plus à l'aise. Ils savent que la Chine est sur le continent africain. Vous aviez suivi l'édito de Boisbouvier. Les intérêts chinois ici inquiètent. On veut stopper l'avancée de la Chine, comme on l'a fait au Soudan. Alors, chez nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça peut inspirer les dirigeants actuels. Ouais. Vous savez que pour prendre les intérêts, pour comprendre d'abord ses propres intérêts, il faut un processus de désaliénation. Un homme aliéné, comme la grande masse africaine ici, ne connaît pas ses intérêts. C'est ça ce qu'on appelle l'aliénation. L'aliénation, c'est-à-dire l'ignorance de ses propres intérêts vitaux. Quand un homme est aliéné, c'est-à-dire qu'il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va, il est incapable d'identifier ses intérêts vitaux. C'est ainsi que le travail qui a été fait ici, qui en premier temps, c'était un travail de désaliénation mentale, comme le disait Mabika Kalanda, des remises en cause. C'est-à-dire, on remet en cause tout ce qui nous a été imposé, un système éducatif consistant en débourrage des crânes, un système économique qui consiste à l'exploitation des minéraux qu'on renvoie ailleurs sans valeur ajoutée. Et tout ça, c'est l'ensemble de tout ça qu'il faut remettre en cause. Et cette remise en cause ne se fait pas de façon brutale. Elle est une remise en cause cognitive, éducative, éducationnelle. Et je reprends toujours la même chanson, c'est les gens formés qui changent le monde. Et pour changer les gens là, il faut d'abord leur apprendre ce qu'ils sont, d'où ils viennent. Nous, Africains, aujourd'hui, nous sommes le plus grand peuple du monde. Ce que vous dites, ça appelle le changement, la refonte du système éducatif africain. Bien sûr. Des fonds en comble, des réformes courageuses. Et tout remettre en cause. Oui. Mais ce n'est pas avec l'actuel système éducatif. Non, même les langues dont nous parlons ici. Vous savez que nous connaissons dans nos langues africaines, ici, dans nos langues congolaises, africaines, nous connaissons un retard lexicologique de plus ou moins 4 siècles. C'est-à-dire, une langue, pour que vous puissiez l'utiliser, qu'elle devienne performante, qu'elle vous aide à aller loin, on doit y inclure toutes les théories scientifiques que vous voyez ici. Il faut changer le vocabulaire, il faut ajouter le vocabulaire. Dans des pays comme la France, vous avez ce qu'on appelle la Pléiade. C'est une simple académie qui est là pour intégrer dans les langues courantes le nouveau vocabulaire technique et scientifique. Vous allez en Chine, ce qu'on appelle l'Académie chinoise des langues. C'est à pour fonction de traduire les nouveaux concepts scientifiques, les mettre dans des langues. C'est quand on fait ce travail-là, d'introduction des concepts scientifiques dans les langues, que les langues deviennent, n'est-ce pas, la culturelle, qu'elles imposent de nouvelles mentalités. Donc c'est ce travail-là qui fait peur aux élites africaines. Et je pense, vous savez, nous on a pensé, comme disait le professeur tout à l'heure, depuis 60 quand on a créé, en 63 quand on a créé l'Union africaine, l'OUA, on a pensé que par une décision politique, on créerait les États-Unis d'Afrique. Non. Maintenant, on a compris, à l'exemple de francs CFA, ce sont des gens, c'est la société civile, ce sont des élites qui ont pensé à produire des idées pour dire les francs CFA est nuisible, il faut arrêter. Et les gens sont allés dans la rue. Et aujourd'hui, on en parle petit à petit. On est en train d'échanger pour remplacer ces francs CFA une monnaie étrangère. On dit même que ECO, c'est encore la fameuse France derrière. C'est pourquoi on bloque ça. Les élites bloquent. Voilà. Professeur Pondy, on termine avec professeur Pondy. Vous comprenez que tout se résume dans ce qu'on appelle formatage
de l'élite africaine. C'est ça. Alors, comment le faire? Professeur Kamana, avant sa mort, disait il faut fermer toutes les universités, même pendant 5 ans, penser un nouveau paradigme de recherche et du système d'enseignement supérieur universitaire. Là, c'est pour l'Afrique qui parlait pas seulement du Congo. Oui, quel est votre point de vue? On termine par vous. Il n'y a aucun pays, aucun continent qui se soit développé par le bon vouloir, par la philanthropie, par la charité et par l'humanisme des autres. Ça ne s'est jamais fait. Que les Africains comprennent cela. Deuxième chose, on doit arrêter dans nos universités d'enseigner des choses qui sont aberrantes. Par exemple, on a découvert le Congo, on a découvert le Cameroun en 1470. C'est ridicule de continuer à poser des pareilles aberrations devant nos étudiants et nos élèves. Personne ne peut venir ailleurs pour découvrir des gens qui sont là depuis 2000, 3000 ans. Ça n'a aucun sens. Or, c'est ce que nous enseignons. De même, quand nous citons Aristote, Platon, Descartes, ces gens n'ont jamais écrit quoi que ce soit sur l'Afrique. Quand nous analysons des problématiques africaines, nous devons recourir à celles et ceux qui ont étudié ces contextes et proposé des solutions. Nous ne le faisons jamais. Montesquieu, je ne sais pas trop qui. Je ne suis pas contre qu'on apprenne ce qu'ils ont fait. Ce sont des grands dans leur temps et par rapport à leur société. Mais ils n'ont rien à voir avec nous. Je ne pense pas que pour la crise des gilets jaunes en France, on a eu recours à la pensée, par exemple, de Jean-Marc Ella, qui est sociologue camerounais, pour comprendre ce qui se passe en France. Non. Et si vous proposez cela, on va dire que vous avez perdu l'usage de la raison. Pourquoi est-ce que pour nous, on doit toujours j'allais utiliser un terme un peu fort, toujours nous encombrer avec des gens qui n'ont jamais réfléchi sur l'Afrique. Et on vous dit, tant que vous ne le citez pas, votre travail n'a pas de valeur et n'est pas sérieux. Je crois qu'on doit sortir de cette... Et ça, c'est le jury qui continue. On doit différents jurys dans nos universités. On doit sortir de cette mentalité de subordonnés et d'esclaves volontaires. C'est un esclavage volontaire. Deuxième chose que je voulais dire, par rapport à Boko Haram. Il y a des pays qui ont vaincu Boko Haram en Afrique. L'armée camerounaise, il y a de cela 5 ans, était confrontée à une doctrine de Boko Haram. Boko Haram avait comme projet clair de couper le pays en deux, à partir de l'Adamawa, pour reconstituer ce qu'ils appellent le califat du Kanem-Borno, qui inclut donc le Tchad, une partie du Nigeria, une partie du Cameroun, une partie du Niger. Bon, aujourd'hui, ils n'ont pas un seul millimètre du sol camerounais, après plus de 250 attaques. Pas un seul millimètre. On ne peut pas continuer à dire qu'on n'a pas gagné. On a gagné contre eux. Mais comme c'est des armées africaines et que les autres armées ont perdu là où vous avez cité, on est mal à l'aise de dire que après 5 ans, ils n'ont pas un seul millimètre de ce qu'ils ont convoité. Pas un seul. Donc c'est une victoire, tout simplement. Mais comme nous sommes des Africains et que nous ne pouvons rien faire de bon et que nous attendons toujours, entre guillemets, des instructions et des recommandations de je ne sais trop qui, nous ne voyons même pas ça en face de nous. Donc je dis, on ne doit pas tout généraliser et dire qu'on a perdu contre Boko Haram. Merci. Non. Merci, professeur Pondy, pour tous ces éléments de réflexion. Vous comprenez que l'Afrique reste pratiquement... C'est l'enjeu du XXIe siècle. Voilà, c'est très convoité. Il n'y a pas le monde sans Afrique, ça, c'est clair. Parce que tout est ici. Et en homme et en richesse du sol et du sous-sol. Ils viennent tous se faire la guerre ici. Chinois, Russes, Américains, Européens, Japonais. Je me souviens autrefois à Tokyo, dans les couloirs, vous avez trop donné aux Chinois, les coltans, c'est notre tour. Pensez à nous, nous pouvons vous donner plus que ce que les Chinois vous ont proposé ou ont construit. Voilà. Que ce magazine continue dans vos salons respectifs. Nous pouvons également vous inspirer, même au niveau des universités, au niveau de recherche. Ne soyons pas des yes men, des oui messieurs. L'heure est venue de nous réveiller et de prendre le courage de dire les choses et d'utiliser les médias pour le bien de l'Afrique
et nous réveiller. Sinon, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer et nous serons tout simplement des étrangers sur notre continent, alors que tout serait déjà parti. Emmanuel Loukoussa, vous êtes le président du collectif pour les États-Unis d'Afrique. Après la grande conférence africaine sur la culture de la Renaissance africaine, tenue à Kinshasa, Kabongo Malou Emmanuel aussi, professeur et journaliste, il est philosophe, et professeur Jean-Emmanuel Bondy, expert en relations internationales, également vice-recteur à l'université de Yaoundé 2 au Cameroun, en séjour à Kinshasa. Bon retour à Yaoundé. Vous saluez nos frères et sœurs africains qui sont à Yaoundé, qui nous aiment et que nous aimons aussi beaucoup. Bien sûr. On ne peut pas nous diviser, ni les sports, ni la politique. Nous croyons que ça va beaucoup les léopards chez nous. Voilà. On a croisé un Camerounais à plutôt Douala qui maîtrise l'histoire des léopards et des Mazembe. Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Nous sommes le même peuple. À très bientôt pour une autre réflexion avec le même plaisir.